Au Royaume du Maroc, la consommation annuelle de courant électrique a considérablement augmenté ces dernières décennies. Des réseaux distribuent le courant dans tout le pays. Pour permettre aux destinataires d'utiliser ce courant à haute tension, il a été nécessaire d'installer des transformateurs et des condensateurs. Certains de ces appareils contiennent une substance toxique, le PCB. Le but de ce documentaire est d'informer les acteurs qui jouent un rôle dans la filière des PCB, par exemple les détenteurs de transformateurs et condensateurs, les entreprises de transport et d'élimination, des risques encourus et de la gestion écologiquement rationnelle de ce produit. La désignation chimique précise du PCB est biphénylpolychloré. Le PCB est obtenu par chloration du biphényl. Selon le degré de chloration, il se forme des huiles plus ou moins épaisses ou des cires qui ont été utilisées pour leurs bonnes propriétés chimiques et techniques dans des systèmes dits fermés. Le PCB était souvent le liquide d'isolation et de refroidissement dans les transformateurs. Il a aussi été utilisé comme diélectrique dans les condensateurs et redresseurs, ainsi que comme liquide hydraulique dans les engins de levage, les poids lourds et les pompes à haute pression. Les utilisations étaient tout aussi nombreuses dans les systèmes ouverts, comme lubrifiant dans les huiles pour engrenage et les graisses pour filetage, comme additifs à des adhésifs, des mastiques pour joints, des revêtements anti-corrosion et comme dispersants dans les encres d'imprimerie, les pigments colorés et les cires. C'est en 1866 que le PCB a été synthétisé pour la première fois. La production industrielle a commencé en 1929. Le Maroc, qui n'a jamais produit de PCB, a importé ce produit surtout dans les années 60 et 70. Au niveau international, le total de PCB synthétisé depuis est d'environ 1,5 million de tonnes. Une partie importante se retrouve déjà dans l'environnement. Bien que l'utilisation directe du PCB se soit toujours limitée à des zones très restreintes, les transports ont conduit à une internationalisation des flux, c'est-à-dire que l'on trouve du PCB dans les lacs et les cours d'eau, dans les sols, dans et sur les plantes, dans l'homme et les animaux. En raison de leur très grande stabilité chimique et de leur très bonne solubilité dans les graisses, il se produit un enrichissement dans la chaîne alimentaire, de telle sorte que les maillons qui se trouvent aux extrémités des chaînes alimentaires, comme les carnivores, les poissons prédateurs ou l'homme, sont chargés d'un multiple des valeurs retrouvées dans les plantes ou l'eau. Monsieur Urs Wagner est depuis 22 ans conseiller en gestion des PCB. Il a acquis une grande expérience en dirigeant des projets s'y rapportant sur toute la planète. Quelle est son évaluation des risques du PCB pour l'homme? Par suite de la remobilisation, on trouve du PCB partout, aussi dans des régions loin des industries. Le plus grand risque est l'absorption orale du PCB, par exemple par des aliments contaminés. Le PCB est aussi bien résorbé par la peau et les poumons. Mais en principe, le PCB ne constitue pas un danger spécial si on observe des règles de sécurité et spécialement si on sait où on peut trouver du PCB. Le plus important est alors la connaissance des possibles sources de PCB. Pour cela, on fait normalement un inventaire, par exemple des appareils suspects comme des transformateurs ou des condensateurs. Lors d'une exposition chronique et accrue au PCB, par exemple par contact direct avec la peau, il y aura des répercussions à long terme sur la santé, comme par exemple des influences sur les hormones, des lésions du foie et des reins, des répercussions sur la capacité de reproduction,
des malformations chez l'enfant à naître et éventuellement des effets cancérigènes. Une exposition immédiate au PCB peut conduire à des l'acné chlorée et une chute des cheveux. Elle peut provoquer aussi des troubles de la vision et beaucoup d'autres effets adverses sur l'organisme. Il faut donc se protéger contre l'exposition au PCB selon le genre de l'intervention. Par exemple, pour faire un échantillonnage, des gants au caoutchouc nitrile seront suffisantes. Pour un vidage d'un transformateur, il est recommandé de se protéger d'un survêtement Tyvek, des bottes, des gants et d'une masque respiratoire. Il faut insister surtout sur les risques directs et indirects d'un feu impliquant le PCB. Une combustion incomplète du PCB produit des dioxines et des furanes. Ces substances, même à de très faibles concentrations, sont très toxiques. On les connaît aussi sous le nom de poison Seveso. Dans le cas d'un incendie, il faut avertir les pompiers sans délai. Ils disposent sur des équipements personnels de protection complète. Vu ces propriétés du PCB et celles de nombreuses autres substances organiques persistantes nocives, des conventions internationales ont vu le jour dont l'objectif est d'empêcher le rejet de ces substances dans les pays en voie de développement grâce à un contrôle des transports internationaux et d'assurer une élimination conforme pour finalement empêcher le commerce et la possession de ces substances. L'une de ces conventions est la Convention de Stockholm ou Convention POP. Elle a été signée par 151 pays et ratifiée par 66 pays, y compris le Maroc, et exige entre autres le recensement de tous les appareils contenant du PCB dans le cadre d'un inventaire national et l'élimination conforme dans un certain délai. Une réglementation selon laquelle ces exigences vont être mises en œuvre est en préparation au Maroc. Comment le détenteur d'installation électrique peut-il reconnaître que ces dernières contiennent des PCB? De nombreux fabricants de transformateurs apposent des plaques d'identification en plus de leurs plaques nominatives principales. Ces plaques d'identification indiquent généralement le type de caloporteur utilisé. Mais attention, l'expérience a démontré que de nombreux transformateurs vendus ou étiquetés comme étant des transformateurs exempts de PCB peuvent en fait avoir été souillés involontairement avec des PCB par l'utilisation des mêmes citernes, récipients de transport, systèmes de conduite et robinetterie chez les fournisseurs d'huile isolante ainsi que chez les fabricants des appareils. En outre, des appareils ont été contaminés chez l'utilisateur au cours de remplissage ultérieur et diverses installations ont aussi été souillées par des PCB lors de travaux de révision. L'identification des condensateurs contenant des fluides diélectriques au PCB peut s'avérer difficile car ces condensateurs ne sont souvent pas faciles à localiser. On distingue généralement 3 types différents de condensateurs. Les condensateurs de compensation du facteur de puissance, les condensateurs de démarrage de moteur et les ballasts pour l'éclairage. Les 3 types de condensateurs peuvent souvent être identifiés comme contenant des